Voilà, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace du site internet mécaniqueuniverselle.net, un site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous allons vers notre ultime perfection, l'ensemble humain. Comme un grand fleuve rejoint la mer, l'humanité rejoindra la fusion avec le divin. C'est ça la perfection que j'essaie de démontrer de façon rationnelle. La fusion avec le divin, avec le principe créateur, quoi, avec ce qui nous constitue en fait, parce que nous sommes constitués de ce divin, donc nous sommes en quelque sorte divin, comme tout ce qui nous entoure, comme toute la nature en fait. Et le, la perfection dont je parle, qui se situe dans quelques siècles encore d'évolution, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais le plus grand chemin, nous l'avons réalisé, euh, entre le moment où nous sommes séparés des autres primates pour passer de la nature à la culture. Euh, eh bien, entre cette période et aujourd'hui, nous avons fait le plus grand chemin de l'évolution. Nous avons découvert le langage, sophistiqué le langage, découvert l'écriture, découvert la roue, domestiqué le feu, puis etc. etc. Nous nous sommes acclimatés à l'ensemble sur l'ensemble de la planète. Euh, nous avons découvert l'agriculture, puis nous avons domestiqué les animaux, nous avons construit des structures de communication pour nous rencontrer, etc., etc. Et puis voilà, nous sommes en 2023 à quelques siècles de cette finalité qui sera donc la paix universelle, bien entendu, puisque c'est la constitution, la réalisation du paradis terrestre tel qu'on peut imaginer ce paradis. Voilà. Donc chacun peut se faire un peu l'idée de ce que peut être un paradis où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme est respectueux des autres et des autres espèces, de la nature, etc., etc. Bref, un système d'harmonie et d'éveil. Voilà. L'accession à l'éveil, à l'harmonie, à l'extase, à l'amour absolu, etc. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois bien souvent, maintenant, sur des ouvrages, comme celui de Giorgio Cali, La naissance de la philosophie. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai trouvé à la bibliothèque. Et donc, je le lis, je le découvre, c'est un peu comme ça que je pratique. Je découvre en même temps, et puis j'extrapole, voilà, euh, je commente ou simplement je me laisse stimuler par cette lecture pour dériver sur autre chose en lien avec cette théorie. Donc, j'en étais à la partie agonisme et rhétorique, le chapitre 8. Alors, après Parménide et Zénon, l'époque des sages est sur le déclin. Donc c'est un petit peu la vision de la naissance de la philosophie. Donc évidemment, il y a les présocratiques, il y a les sages, ce qu'on pourrait nommer les sages à partir de Pythagore, euh, Démocrite,
Parménide, etc., Zénon, donc un peu plus loin, et voilà. Et puis, un tout petit peu avant, les sophistes, bien sûr. Alors, après Parménide et Zénon, l'époque des sages est sur le déclin. Donc, la période, justement, de Pythagore, Thalès, etc., on pourrait les considérer comme des sages. En fait, c'était des philosophes, mais qui, qui avaient un lien avec le spirituel extrêmement fort. Le spirituel, c'est la sagesse. L'idée du spirituel, le fond du spirituel, c'est la sagesse. Malheureusement, ça a évolué dans le monde matérialiste. Les religions ont évolué vers une grande partie des religions vers quelque chose euh, de combattant, en fait. Ça a été. Les religions ont pris du pouvoir, se sont organisées d'une autre manière et ont flirté avec le pouvoir et donc avec toutes les affres qu'engendre le pouvoir. Mais à cette époque-là, la religion était le spirituel était au cœur de la vie. Et les expériences d'extase, à mon sens, les expériences mystiques, spirituelles, faisaient vraiment partie de la société, en somme. Et puis, à un certain moment, voilà, il y a eu une sorte de rupture et ça pourrait s'apparenter justement à la fin, après Parménide et Zénon. L'époque des sages est sur le déclin. Pour maintenir l'unité de notre perspective et suivre encore le filon central de la dialectique, il faut maintenant évoquer Gorgias. Gorgias, c'est un sophiste. Et c'est important parce que, en somme, c'est une grande partie. Socrate va s'opposer, Socrate, Platon vont s'opposer à certaines de leurs comportements et peut-être de leurs propositions. Et donc là, déjà, on rentre dans un travail mental, un travail intellectuel. Le spirituel est un peu mis de côté, en somme. Ce dernier, donc Gorgias, vient de l'Occident grec, de la Sicile. Au cours de sa longue vie, il a beaucoup voyagé et séjourné également à Athènes. D'un point de vue théorétique, et si l'on tient compte des détails, il dépasse même Zénon. Mais en lui se trouve aussi le germe de la décadence de la dialectique, donc de la pensée d'un cheminement au fond. L'énoncé, peut-être il commence, mais voilà, ça c'est mon point de vue. Il faut bien entendu regarder ça avec des pincettes, parce que je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un philosophe tel que on peut le comprendre, quelqu'un qui a fait des études de philosophie, donc je ne maîtrise pas la théorie comme un universitaire ou comme un professeur de philosophie ou comme un philosophe digne de ce nom. Donc il faut bien garder cette chose en tête. Donc de la dialectique, c'est l'évolution, un déroulement de pensée qui inclurait en fait les présocratiques et qui aurait une vision un peu téléologique, qui penserait à l'avenir, qui se prolongerait dans l'avenir. Et en fait, peut-être que les Gorgias vont surtout s'intéresser au présent, au là, au moment. C'est plus on serait plus dans ce qu'on retrouve maintenant actuellement avec les philosophes hédonistes qui ne s'intéressent pas à la philosophie de l'histoire, qui ne s'intéressent pas à la dialectique, qui ne s'intéressent pas au système,
mais qui sont, voilà, qui font une philosophie euh, gratifiante déjà, parce ils en vivent, quoi. Hein. Ils se font payer par les sophistes à cette époque-là, et on peut retrouver ça aujourd'hui. Et donc, ils font une carrière, c'est autre chose, c'est une autre façon. C'est c'est moins idéaliste en somme que les Socrates et que les philosophes antérieurs. Là, d'un seul coup, on en fait un métier et donc on enseigne, les sophistes grecs enseignent aux jeunes gens comment gagner en dialecte, en parole, comment ruser, etc. Voilà, c'est plus comment gagner des procès, c'est plus une façon de se comporter dans l'immédiat, quoi. Voilà. L'énoncé général du contenu de son œuvre, la plus abstraite, est déjà surprenante. Par contre, voilà, ils ont un travail qui est assez incroyable, malgré tout, au niveau de la réflexion sur la matière, sur la chose, la conscience physique de ce monde. Il soutient 3 points fondamentaux, plus ou moins en ces termes, Gorgias. Le premier, qu'il n'y a rien. Alors ça, c'est quand même vraiment intéressant. Il n'y a rien. Et effectivement, il n'y a rien quand on y réfléchit. La matière, si on prend la matière, l'univers tel qu'il est constitué, la matière, la terre, nous-mêmes, nous sommes constitués de particules élémentaires qui sont à 99% vides. C'est du vide, c'est du rien. C'est quelque chose qui est inexistant. La science dit d'une certaine manière que si on résumait la matière, si on prenait que la matière de tout l'univers, ça tiendrait dans une tête d'épingle. Donc au fond, la matière n'est pas quelque chose, c'est une sorte de construction, et c'est là où ça donne du crédit à l'idée d'un divin, d'un principe hyper intelligent qui a imaginé quelque chose qui, à partir de rien, dont aujourd'hui on n'arrive même pas encore à comprendre le sens, la construction, qui à partir de rien va construire cet univers qui donne l'illusion de quelque chose d'inouï, d'immense. Donc il y a quelque chose là, et donc globalement, il est plus logique de penser qu'il y a un Dieu derrière, un horloger, peu importe comment on l'appelle, comme dirait Voltaire, mais il y a un principe créateur derrière cette puissance. Alors le premier point, il n'y a rien pour Gorgias. Le second, que même si quelque chose est, ce quelque chose ne peut être connu par l'homme. Alors, eh ben c'était extrêmement visionnaire, parce que ce rien qui est quelque chose, on ne peut pas le connaître. Bien sûr qu'on peut, on est en train de travailler sur qu'est-ce que c'est que cet atome. On peut arriver à donner des noms aux particules élémentaires. Ça, c'est des quarks. Cette énergie-là, ça s'appelle un électron, etc., etc. On donne des définitions, mais la réalité, on ne peut pas la connaître. Ce vide, on ne peut pas le connaître réellement. On peut l'expliquer, on essaye de l'expliquer, et on parviendra à expliquer complètement la création, mais c'est un mystère. Et le troisième, que même s'il est connaissable, on ne peut le communiquer ou l'expliquer aux autres. Voilà. Et là, parce que pour connaître réellement ce rien, pour être au contact de ce rien, on peut, mais justement c'est à travers l'extase, c'est à travers l'éveil, à travers le nirvana, à travers la béatitude, peu importe comment on appelle cet état
supérieur de conscience, mais quand on est en état d'extase, donc dans un présent absolu immédiat, on est au contact charnel de cette chose qui est impalpable. On est au contact charnel de cet impalpable qui constitue toutes les choses. C'est pour ça qu'on se sent en absolue harmonie avec toute la création. On est dans un état de bien-être, de résonance avec ce tout, qui est assez incroyable. Voilà. Et donc là, on voit, alors du point de vue du contenu, nous nous trouvons, continue Giorgio Cali, nous nous trouvons en présence d'une variation sur le thème du nihilisme zénonien. Gorgias ne nous offre donc aucun résultat théorétique qui se distingue par sa nouveauté. Alors, est-ce que Zénon a déjà dit ça? C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne le connaissais qu'à partir de Gorgias, cette phrase, ce travail-là. Et ben, c'est quand même quelque chose de puissant. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo, pour essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, mais je n'y arrive pas toujours. Voilà, j'ai encore oublié de vous le dire dès le début, mais si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt, d'importance pour l'ensemble de la communauté humaine, eh bien je vous propose de mettre des pouces et de vous abonner et, à la chaîne et de laisser des petits messages éventuellement sur des commentaires. J'y réponds en général tout le temps. Et voilà, des critiques, etc. Et puis d'en parler autour de vous ou d'en diffuser l'idée. Voilà. Parce que c'est cette prise de conscience que nous évoluons vers notre ultime perfection, elle est destinée en fait, c'est l'humanité qui doit prendre conscience de ça. Et lorsque l'humanité aura pris conscience que notre sens est celui-ci, c'est d'aller vers notre ultime perfection, la paix, voilà, ben on se mettra vraiment à travailler de concert, tous ensemble. Une fois que si cette prise de conscience se faisait par exemple au niveau de l'ONU ou au niveau du G20 ou au niveau des rencontres Bilderberg, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon bref, au niveau de ceux qui peuvent diffuser et ça se fera évidemment, c'est une question de temps. Mais le jour où ça sera diffusé à ce niveau-là, eh ben, l'ensemble humain décidera de travailler ensemble, puisque ben, une fois qu'on a compris notre sens, il n'y a pas de raison d'y aller à reculons ou en se tapant dessus, en détruisant ce qui est en train de se faire en Ukraine. À travers la destruction, la guerre, le mépris de l'autre, le racisme, etc. Tout ça sera dépassé à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.